Bienvenue à la causerie de ce matin avec nos différents confrères que vous connaissez très bien. Gani Wanide qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. À vos côtés, Firmin Sossou qui est journaliste indépendant. Bonjour Firmin. Bonjour J.Chris, bonjour Olali. Bonjour Firmin. Et puis Jean-Del Etienne Glessoubé, journaliste à la radio Cap FM. Bonjour. J.Chris, bonjour Olali, bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bienvenue à tous sur ce plateau. Après la participation du Bénin à la 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, appelée TICAD 7, qui s'est tenue plus précisément à Yokohama cette année, le Bénin bénéficie d'une usine de transformation de textiles au Bénin. Cela va participer donc à notre économie très certainement. Est-ce votre avis, Firmin Sossou? Vous savez, actuellement, le Bénin est premier dans la zone ouest africaine en matière de production cotonnière. Donc, avoir tout cela comme potentiel et ne pas disposer d'une usine de transformation, c'est un manque à gagner pour l'État béninois. Je crois que tout ce qui a été fait comme négociation pour que nous obtenons au moins un engagement ferme de l'État japonais en ce qui concerne la construction de cette usine honore davantage notre pays et honore tout ce qui se fait de façon diplomatique du côté du gouvernement. Donc cela est à saluer et cela donne plus de confiance. Ça motive davantage les producteurs qui sauront désormais que au-delà de ce qui se fait, au-delà des récompenses et autres, ils verront désormais, peut-être dans les rues et dans les bureaux, le fruit de leur travail. Parce que la transformation de ces du coton béninois aboutira désormais à la conception, sinon à la fabrication des tissus et puis de certaines choses d'autres que nous pourrons quand même observer. Et en matière de tourisme aussi, ça honore le pays. Vous savez, ceux qui viendront sauront désormais qu'il faut visiter certains centres de transformation aussi, parce que ça va motiver aussi, en dehors du côté industriel, ça va motiver aussi nos tisserands, les artisans qui pourront désormais aussi apporter leur touche et pour la valorisation de notre patrimoine. Gani Wanide, une usine de transformation du coton c'est la bonne nouvelle pour le secteur. Merci, forcément. Lorsque nous avons un gouvernement qui s'est planifié, qui, avec méthode, organise un peu tout. Déjà, Firmin rappelait que le Bénin est premier dans la sous-région ouest-africaine en matière de production, cotonnière. Donc, apprendre que bientôt nous aurons une usine donc, de transformation du coton sur le territoire montre que le fruit de l'effort de nos cultivateurs, de nos cotonculteurs est valorisé et donc nous sommes très heureux parce que au-delà donc de cette culture, nous pensons à l'installation d'une chaîne industrielle et ça répond finalement à la vision de ce gouvernement et qui prouve à suffisance que le Bénin est en train de changer de paradigme. Nous ne sommes plus simplement le pays qui produit du coton et qui l'envoie à l'extérieur. Donc je crois que c'est tout heureux pour la nation. Très bien. Jean-Del Etienne Glessoubé, le Bénin, premier producteur du coton dans l'espace de la sous-région, en tout cas, dans l'espace UEMOA, avec devant lui le Mali, le Burkina Faso, ainsi de suite. On a toujours fait ce débat-là de la transformation. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est presque au bout du tunnel? Je pense qu'il faut saluer les efforts du gouvernement parce qu'il y a quelques semaines, nous avions salué la performance du Bénin en termes de la production cotonnière, mais on l'avait dit à l'époque, on ne peut pas gagner le pari si on n'arrive pas à transformer le coton sur le territoire national. Je conçois mal qu'on va dans une pharmacie et que le coton que le pauvre paysan de Kandi a pris la peine de cultiver, qu'on lui revend le même coton à 500 francs. Alors que lui, il s'est peiné, il l'a fait. Comment est-ce qu'on a pu transformer ce coton-là? Qu'est-ce qu'on a ajouté, qu'est-ce qu'on a enlevé pour avoir le produit fini et qui est consommable à ce prix? Et donc, si aujourd'hui on arrive à transformer le coton sur le territoire national, non seulement ça crée de l'emploi,
et aussi ça permet de garder une partie de la production sur le territoire national et ça encourage la production locale. Et donc il faut saluer la diplomatie béninoise et surtout la vision du gouvernement. Un pays ne peut jamais être un pays indépendant. Voyons un peu ce qui se passe avec le Nigeria. Je pense que gouverner, c'est prévoir. Et donc si on reste dans cette dynamique-là, on ne peut que saluer ces efforts du gouvernement-là et faire le souhait, le vœu que cela se concrétise très vite. Vous vous souvenez, à l'époque, j'avais dit, et si le Bénin décidait de ne pas vendre le coton au cours d'une année à l'extérieur, il dit, je préfère conserver ce que nous avons cultivé à l'intérieur du pays. Si nous avions une entreprise, ça veut dire que les producteurs doivent doubler eux aussi la production. Si nous devons envoyer à l'extérieur et avoir aussi une quantité pour pouvoir faire, c'est-à-dire pouvoir assurer la transformation. Il n'est pas dit qu'au Bénin, par le passé, qu'on n'a pas eu des usines. Mais nous savons tout ce qui se passe lorsque la politique s'y mêle. Voilà, bonjour, les dégâts. Heureusement qu'aujourd'hui, le gouvernement a compris qu'il est important d'aller un peu de l'avant, toujours dans le même schéma. Pour ma part, je pense que c'est un ouf de soulagement. Du coup, Firmin n'ira plus forcément ailleurs avant de s'habiller. Je suis sûr que ce qu'il a porté, ce n'est pas fabriqué au Bénin, mais c'est le coton béninois a participé à sa construction. Pourquoi il y a des pays voisins de la sous-région où nous savons qu'on est plus habilité à porter des tenues locales, des tenues traditionnelles. Et donc, il faut réellement donner à manger à nos artisans. Quand on parle de cela, on ne voit pas qu'il y a beaucoup de débouchés. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de secteurs qui seront impliqués et c'est vraiment une satisfaction pour plusieurs personnes qui vont travailler sur la chaîne. Très bien. Firmin Sossou, c'est vrai qu'au plan économique, ça va certainement changer la donne. C'est aussi une pression supplémentaire pour les producteurs, non, du coton qui vont devoir redoubler d'ardeur. Oui, désormais, en dehors de ce qu'on envisage à avoir comme production pour l'exportation, on devra désormais compter sur ce qui sera quand même transformé au niveau du pays. Donc, désormais, c'est un défi, un autre défi, je dirais, à relever en ce qui concerne la production cotonnière, et les paysans seront désormais qui feront l'effort d'embraver beaucoup plus d'espace pour permettre à ce que la production augmente davantage. Mais cela motive encore plus parce que vous savez, au Burkina Faso, au Togo également, ces pays quand même envisagent de renforcer leur industrie en ce qui concerne la transformation du coton. Donc nous sommes dans une zone où il faut faire quand même la concurrence, il faut faire face à la concurrence, donc innover davantage pour montrer que on est aussi présent sur le marché régional. Donc je crois que le Bénin est en train de faire des efforts et cela motive davantage nos cotonculteurs. Vous savez, quand on prend déjà le programme, sinon le projet de société du président Patrice Talon, c'est bien affiché. Du candidat Patrice Talon, c'est bien affiché à la page 33, je crois. Vous savez, c'est bien affiché. En ce qui concerne l'industrie, il est prévu quand même que l'on dynamise davantage la création de la richesse à travers l'installation des usines avec un partenariat public-privé. Donc actuellement, c'est un début, je crois. Il y a d'autres secteurs qui seront quand même impactés, touchés par la vision du chef de l'État, parce que quand on suit de près depuis 2016, on se rend compte que tout ce qui a été prévu aujourd'hui est en train d'être mis en œuvre et que avec le temps, comme il a dit, certainement il sera porté en triomphe. Il reste à accompagner que les acteurs, les artisans, tout cela soient vraiment motivés, parce que ce gouvernement, on constate quand même que il fait des efforts et quand il promet, il le fait. Donc cela est encouragé. Il faudrait que chacun, que les producteurs,
du côté de la production, aujourd'hui, on ne pourra pas émettre beaucoup de critiques parce que vous savez, tout se fait avec dextérité, tout se fait avec maestria et que les acteurs sont aussi motivés et il y a l'engagement, il y a l'engouement en ce qui concerne la production cotonnière. Donc je crois que le reste, ce serait d'accompagner, de suivre de près ce qui sera fait. Et quand on parle aussi du Japon, vous savez, c'est la rigueur. Donc il n'y a pas de crainte à avoir en ce qui concerne l'effectivité de ce projet, l'installation de cette usine qui certainement va créer aussi des emplois, va permettre à ces jeunes qui ont été formés dans des centres donnés d'être plus motivés. Aujourd'hui, le Bénin... On reviendra tout à l'heure à ce volet emploi de toutes les façons, mais lorsque je demandais tout à l'heure si ce n'est pas une bonne nouvelle pour les producteurs, Gani Wanidé, je reviens à vous aussi avec l'association interprofessionnelle du coton, AIC par exemple, qui continue d'œuvrer inlassablement aux côtés de ces producteurs-là. Est-ce que ce n'est pas aussi une raison supplémentaire pour l'AIC de maintenir le cap en matière de professionnalisme et une raison supplémentaire pour l'exécutif en matière de dépolitisation du secteur cotonnier? Ça va de soi, hein, ça va de soi. Déjà, quand vous observez un peu ce secteur-là, j'écoutais dans l'élément que vous avez passé ce matin que les performances de 700 000 tonnes devront être doublées ou triplées les années à venir. Oui. Donc c'est une exigence nouvelle qui s'impose et au niveau de l'AIC et au niveau des producteurs et surtout au niveau du gouvernement qui doit prendre toutes les dispositions pour que le politique la politique sorte de ce secteur important. Vous savez, de par le passé, ce secteur a été trop politisé. Il y a eu tout le temps des débats et puis finalement on ne sait plus quoi retenir. Mais depuis que ce gouvernement s'est installé, nous voyons que la méthode, l'organisation, il y a des chronogrammes suivis et tout ça n'est que application donc de ce qu'on nous a promis. Donc finalement, on est convaincu que bientôt nous aurons un tissu industriel assez fourni et ce n'est pas que le coton. Pour l'instant, nous avons cette bonne nouvelle, mais certainement avec les difficultés que nous avons rencontrées ces derniers jours, et avec le géant voisin d'à côté, il est important que le Bénin puisse rendre performante et viable son économie. C'est très important, parce qu'on ne peut pas être une nation et dépendre des humeurs ou des... Qu'on dise que le Nigeria aujourd'hui rentre dans des mesures protectionnistes pour son économie, tant mieux. Mais qu'est-ce que nous faisons nous chez nous pour pouvoir faire face aux aléas que nous imposent ces genres de dispositions venant des pays voisins. Donc ça rentre en ligne de compte. Tous ceux qui criaient il y a quelques jours pour dire que l'État, le gouvernement n'a pas pris les dispositions pour que ça n'arrive pas, je trouve que c'est une belle réponse pour dire que pour ce gouvernement, c'est un travail structurel, un travail dans le temps. Et finalement, si nous pouvons œuvrer pour que notre économie soit plus viable, plus performante, plus compétitive, cela ne serait que tout heureux. Et mieux, en termes de coton, vous savez que le Bénin a un avantage comparatif par rapport aux autres pays qui cultivent également le coton. Donc, il était normal que nous allions vers ce nouveau paradigme pour que finalement une usine ou des usines de textiles soient installées. Et il a rappelé, de par le passé, ces usines ont existé. Et la politique se mêlant de tout, finalement, les belles initiatives ont connu un échec. Donc, espérons, comme vous l'avez dit, que le politique se tienne loin de cela, puisque ce sont eux qui décident donc de ce qui de tout. Oui. Que simplement, nous ayons à cœur, en vision, les objectifs importants qui pourront permettre à ce que le Bénin puisse se grandir et marcher vers un grand destin. Jean-Del Etienne Glessoubé, votre avis sur la même question? Normalement, les cotonculteurs, les producteurs devraient être motivés encore plus concernant l'installation de cette usine. C'est un défi qui vient d'être lancé pour ces producteurs de coton, parce que c'est vrai, aucun pays ne peut choisir de vivre en autarcie. Ça veut dire que quoi qu'en soit les performances à l'intérieur du pays, on doit toujours envoyer, même si c'est une quantité très minime, de coton à l'extérieur. Et donc du coup, si on doit gagner le pari maintenant, c'est à deux niveaux, à l'interne et à l'extérieur.
Alors que la quantité qu'on avait par le passé, on faisait l'effort d'augmenter, toujours pour envoyer à l'extérieur. Parce qu'il n'y avait pas ce projet d'installation d'une usine de transformation à l'intérieur. Et donc, maintenant que cela est venu, le jeu se jouera plus au niveau des cotonculteurs. Donc, je ne doute pas de la performance. Parce qu'on a vu de 2016 à aujourd'hui, on n'a pas retrouvé des ministres dans un champ de coton. On n'a pas décrété une journée pour dire, bon, tous les cadres de l'administration doivent avoir des champs de coton. Mais on n'a pas, micros et caméras, mais on a vu la performance. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'appeler des tam-tams avant de faire de bonnes choses. Et donc pour moi, les cotonculteurs sont déjà sur la bonne voie. Parce qu'on a mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des parents cotonculteurs. Oui. Allez dans le Bénin profond qui est tout juste à côté à Didja et posez la question à un cotonculteur. Il vous dira qu'aujourd'hui, il ne divise plus son champ en 2 ou en 3 pour cultiver le coton sur une partie et choisit d'autres cultures sur le reste de la partie. Parce qu'il estime qu'il arrive à vivre même mieux qu'un fonctionnaire de l'État béninois. Parce que quand on vient lui acheter son coton, il ne fait pas de la sous-traitance. Il traite directement avec le véritable et l'unique acheteur. Et quand on achète le coton directement, il a l'argent qu'on lui doit. Ce n'est pas après des mois. Du coup, aujourd'hui, ça veut dire que les cotonculteurs eux-mêmes sont déjà dans de très bonnes conditions. Pour ma part, le défi, est vrai, est lancé pour eux, mais en même temps, ils sont bien organisés pour gagner le pari. Et donc, il faut encourager la vision du gouvernement pour que réellement cela puisse aller au bout et qu'il revient à nous-mêmes, Béninois, d'avoir la notion de ce qu'on appelle consommant local. Si nous ne commençons pas dès maintenant par avoir, c'est-à-dire cette culture-là, même on peut beau transformer le coton à l'intérieur du pays, il va estimer que non, c'est fait chez moi, je préfère aller ailleurs. Du coup, ce n'est pas de la faute du Béninois, c'est à ça qu'on nous a habitués depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Il est important qu'on arrive à changer un tant soit peu cette manière-là de voir les choses. Et quand vous regardez bien tout ce qui se passe avec ce gouvernement, il y a de la méthode, il n'y a pas de la précipitation. Même si l'usine n'est pas encore installée, je ne doute pas que dans quelques mois, nous allons voir cela au Bénin. On a vu avec le projet asphaltage où on a traité le gouvernement maquette. J'ai demandé à quelqu'un la dernière fois, est-ce que tu as vu que les maquettes existent au Bénin? Tu m'avais dit que c'est des maquettes, non? Va à Oiro, tu vas voir si c'est des maquettes. Donc, il faut ce que les Béninois doivent faire pour que réellement ce projet ne choue pas. Commençons par aimer ce qui se fait au Bénin. Très bien. Vous avez mis le doigt tout à l'heure sur la question de l'emploi. C'est très important. Au-delà de ces cotonculteurs qui vont devoir redoubler d'ardeur pour améliorer les performances en matière de production, cette usine-là qui va voir le jour va aussi employer beaucoup de gens. Justement, parce que le gouvernement ambitionne de créer davantage des usines et des lycées, je dirais, d'installer davantage des lycées techniques. Oui. Donc, ces jeunes qui seront formés, désormais, ils auront où faire la pratique. Ils auront désormais où aller déjà au cours de leur formation pour voir ce qui se fait, pour apprendre davantage en ce qui concerne la pratique. Parce que également, c'est ça qui nous tue au pays. On se base beaucoup plus sur la théorie. On n'œuvre pas pour à donner plus de connaissances aux apprenants en ce qui concerne la pratique, ce qui fait qu'à la fin de la formation, les gens se retrouvent à la maison avec le diplôme, ne sachant quoi faire. Ils ne sont pas compétitifs, ils ne sont pas capables de taper à des portes pour quand même trouver de l'emploi, parce que celui qui crée une entreprise, c'est pour engager quelqu'un, c'est pour quand même la productivité. Donc si la personne n'est pas prête à être utilisée, on ne peut pas le recruter facilement. Mais désormais,
désormais le gouvernement mise sur des filières, des secteurs donnés. Je crois que tout ce qui se fait en harmonie avec ce qui a été prévu et les plans, avec le plan et le programme d'action du gouvernement, et cela est à saluer. Et je crois que cela motive davantage ceux-là, les parents également, parce que vous savez, en ce qui concerne l'avenir des parents et des enfants, les parents misent beaucoup plus sur ce qui sera fait, c'est-à-dire leur avenir. Et donc désormais, les gens n'hésiteront plus quand même à envoyer leurs enfants dans des lycées donnés pour les accompagner davantage, pour qu'ils sortent de ces lycées avec beaucoup de compétences et pour le développement réel de notre pays. Avec le Japon, on a suivi le compte rendu du ministre des Affaires étrangères, qui je le dis au passage, qui nous honore à travers son éloquence et puis élégance. Vous voyez, quand on met l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, on a les résultats qu'il faut. Donc aujourd'hui, tout le monde est content. On est fier de dire je suis béninois. On est fier de dire je suis béninois parce que tout ce qui se fait nous honore. Et nous, on est sur la bonne voie. Et reste à ce que chacun de nous, en tant que citoyen, nous travaillons de façon à accompagner davantage le gouvernement, accompagner nos décideurs, parce que désormais, l'homme politique n'est plus celui-là qui est là juste pour son intérêt. Il n'est plus celui qui pense à son ventre et qui ne se soucie point de l'avenir de la nation, qui ne se demande pas ce qu'il fera pour la nation. On est dans une nouvelle dynamique qui permet d'avoir plus d'espoir, et les partenaires, vous savez, les partenaires techniques et financiers auront davantage l'assurance qu'ils peuvent nous accompagner, parce que lorsqu'on même si c'est des accords de prêt et autres, lorsque nous utilisons à bon escient les sous que nous recevons, cela encourage davantage les partenaires, et je crois que d'autres pays en dehors du Japon s'intéresseront plus à nous. Vous savez, la diplomatie offensive de notre pays aujourd'hui force l'admiration à l'extérieur du pays, et cela est encouragé. Très bien, Gani Ouanide, des jeunes déjà diplômés de nos lycées techniques pourront désormais avoir un emploi. C'est une bonne nouvelle pour ces jeunes-là. Et le système éducatif ira de plus en plus vers ces genres de curricula de formation. Vous voyez, il y a des réformes qui viennent derrière, et pratiquement 60-70% du système éducatif tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existera plus dans quelques années. Parce qu'il est important que nous misions sur l'employabilité des jeunes. Il ne sert à rien que les enfants fassent des études et qu'il n'y ait pas de débouché. Donc avec ces genres d'initiatives, forcément, ces nombreux jeunes qui ont déjà reçu des formations dans ces genres de secteurs trouveront à faire. Donc, il suffit simplement d'observer la façon de fonctionner de ce gouvernement, et vous voyez que des actions qui ont l'aide, enfin des actions épasses que ce gouvernement pose, finalement convergent vers le même but. Déjà, on a travaillé longtemps pour que nous ayons de l'énergie de plus en plus. Il y a le secteur cotonnier qui a été repris vraiment en main, et il y a de la performance. Mais aujourd'hui, nous travaillons donc à mettre à disposition un tissu industriel dans ce sens-là pour accompagner. Comme Jordan l'a dit, il faut espérer simplement que le Béninois puisse adopter donc ce produit, parce que ça participe de l'encouragement, de l'incitation donc de ces cotoculteurs, de tous les efforts qui sont menés aujourd'hui afin que nous ayons donc cette initiative devienne un fleuron, un fleuron pour la nation. Donc il est important que le gouvernement, faisant des efforts, les cotoculteurs s'impliquant davantage, parce que les conditions favorables le sont créées. Qui vous souvient que dans ce pays-là, un président et puis des ministres sont passés de département en département pour demander aux populations de prier afin que la pluie tombe. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces improvisations-là. C'est de la méthode, donc c'est tout bénéfique pour la nation et surtout pour les jeunes. Et il faut souhaiter que les jeunes aillent vers de plus en plus des formations donc qui leur permettront, n'est-ce pas, donc de s'employer à la fin. Très bien. On va évoluer dans les échanges de ce matin avec une décision du gouvernement. C'est à l'occasion du Conseil des ministres de ce mercredi 4 septembre de l'année 2019. Jean-Del Etienne Glessoubé, tous ces enseignants, agents contractuels de l'État reversés en 2008 et qui étaient invités au test
du 24 août dernier, mais qui n'ont pas pu participer, peut-être parce qu'ils étaient mus par la volonté de boycotter, ou peut-être qu'ils étaient malades pour n'importe quelle raison. Tous ont encore une seconde chance, c'est le samedi 7 septembre prochain. Quel regard portez-vous sur cette décision du gouvernement? Peut-être qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Je vais vous surprendre. Oui. Je n'ai pas aimé la décision du gouvernement. Je ne l'ai pas aimé parce que force doit rester à la loi. Non, mais... Je comprends que le gouvernement est resté flexible, le gouvernement est resté à l'écoute des syndicalistes, mais on ne peut pas éduquer un peuple et éduquer un enfant de cette manière-là. Oui, mais j'entends. Je suis d'accord. D'accord, comme je l'ai dit, que le gouvernement est resté flexible. Oui, lorsqu'on traite toujours le gouvernement d'un gouvernement sourd qui est insensible. Non, il n'est pas insensible. Est-ce que ça ne vient pas dire quand même que c'est des humains? C'est le fait d'avoir, c'est-à-dire des gouvernements sensibles qui nous ont conduits dans le décor, qui nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui. Il est question ici d'emploi. Il est question d'emploi. Non, il est question d'emploi. Celui qui a choisi délibérément, de façon volontaire, sans aucune pression extérieure, de boycotter en son âme et conscience, consciemment, est-ce que celui-là mérite de surcroît un enseignant, un éducateur? Bon, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais lorsqu'on regarde un peu dans le rétroviseur en arrière, avec tout ce qui a été dit avant le 24 août dernier, je pense pour ma part qu'il fallait rester ferme. Bon, maintenant que c'est décidé ainsi là, quel est le comportement que vous attendez de ceux-là qui ont encore une deuxième chance? Est-ce qu'il y a encore de comportement à attendre? Si quelqu'un se hasarde à commettre l'erreur de sa vie, à suivre les boycotteurs, encore que eux-mêmes ils ont compris que les syndicalistes qui devant micros et caméras disaient n'allez pas, c'était les premiers à 6h30 qui étaient déjà dans les salles de composition. Le 24, moi j'étais dans le zoo. Au moins j'ai vu à Boycon et puis à Abomey, des gens ont quitté le Monokoufo. Ils ont quitté, c'est-à-dire les collines. Des gens ont quitté l'Atlantique. Je connais des syndicalistes de Cotonou que j'ai retrouvés au CG1 d'Abomey. Sérieusement? Au CG1 d'Abomey, je laisse son nom en parenthèse. Oui, évidemment. J'étais étonné. Il était furieux celui-là. Je lui ai tendu mon micro plus d'une fois. Il était contre l'évaluation. Je l'ai vu au CG1 Abomey. Ça dit, je ne pouvais pas m'en revenir. Je dis, mais ça c'est diabolique. C'est diabolique en ce sens que tu sais que toi tu veux aller composer, mais que tu as pris tout le temps à dérouter l'autre de son chemin et finalement, toi tu es allé le faire. C'est comme pour dire que chacun sauve sa tête. Aujourd'hui, les enseignants, le gouvernement... C'est un peu curieux quand même qu'ils aient appelé au boycott et qu'ils soient allés composer eux-mêmes. Non, c'est parce qu'ils sont conscients qu'il y a l'emploi qui est menacé. Peut-être les autres n'ont pas réfléchi dans ce sens-là. Le gouvernement est resté flexible, comme vous l'aviez dit, c'est bien. On ne peut qu'applaudir des pieds et des mains, même si je reste un peu sur ma soif, comme je l'ai dit. Mon vœu aurait été voir le gouvernement très ferme. Il y a eu un communiqué qui était passé, signé par le ministre des Enseignements maternels, où on situait le cadre de ceux qui devraient aller composer le samedi, mais le gouvernement a jugé utile d'accorder une seconde chance un bon père de famille. Il n'y a même pas de conseil à donner à ces boycotteurs-là. Que chacun juge en son âme et conscience, mais tienne compte en sachant que ce n'est pas les syndicalistes qui créent l'emploi. Ils ne leur donneront pas de l'emploi. Et chacun doit réfléchir en tenant compte de sa situation de vie et prendre des décisions utiles à lui-même. Firmin Soso, quelle est votre appréciation par rapport à cette seconde chance du gouvernement? Non, je crois qu'au-delà de tout ce qui a été fait en ce qui concerne les rencontres avec les partenaires sociaux, en ce qui concerne la sensibilisation sur la réforme, le gouvernement vient une fois encore de prouver sa bonne foi en ce qui concerne l'évaluation, c'est-à-dire le caractère donné, le but visé par cette évaluation. Je crois que aujourd'hui, ceux-là qui choisiront de rester à la maison n'auront plus de raison à critiquer pour dire que le gouvernement envisage de radier en tout cas certaines catégories d'enseignants, ou bien que le gouvernement, c'est parce qu'on veut réduire l'effectif au niveau de la fonction publique qu'on envisage une telle évaluation. Désormais, on comprend que si c'était le cas,
le gouvernement n'allait pas décider d'organiser une fois encore une session de remplacement pour permettre à environ 4000 personnes de participer encore à cette évaluation. Parce que déjà, si c'était l'objectif était de réduire l'effectif, c'est qu'on pouvait déjà dire on a déjà 4000 personnes retirées déjà à travers la première évaluation. Donc il n'est plus question d'organiser une session de remplacement pour ceux-là qui, d'une façon ou d'une autre, quelles que soient les raisons ils ont peut-être évoquées, n'ont pas pu participer à cette séance d'évaluation. Donc je crois que déjà ceux-là qui choisiront de rester à la maison, ils seront vraiment gênés parce que quel que soit ce qu'ils diront pour démontrer leur connaissance, pour démontrer tout ce qu'ils ont comme compétences au niveau de l'enseignement, on saura que c'est des gens qui se reprochent beaucoup de choses. Peut-être ils ont vu eux-mêmes qu'ils n'ont pas le niveau réel pour participer à ces évaluations, pour ne pas révéler leur niveau, ils ont choisi de rester à la maison. Il n'y a plus de raison, à la fin de l'évaluation, il n'y a plus de raison pour dire que c'est parce qu'on veut nous radier, c'est parce qu'on veut nous choisir et chasser de la fonction que nous avons choisi de rester à la maison. Aujourd'hui, vous savez, on apprend déjà que avec la correction qui a démarré oui. Et que les notes sont plus ou moins bonnes, et que cela augure quand même d'un lendemain meilleur. Et vous savez, le gouvernement est en train de faire tout ce qu'il faut comme effort pour que le capital humain soit vraiment renforcé et que nous ayons quand même des gens compétents, qui plus est des enseignants, ceux-là qui sont chargés de transmettre le savoir. Donc je crois que tout ce qui se fait doit motiver davantage et ceux-là qui sont appelés à transmettre le savoir et cela ne peut qu'être encouragé. Gani Wanyile, votre avis? Merci Gilles Chris. Vous me permettez de faire une petite mise au point. Une petite mise au point. Oui. Merci, une petite mise au point. Rendons hommage aux enseignants. Il y a eu une communication malheureuse qui a été faite, malheureusement, et qui a donné le sentiment que les ACE 2008 sont des incompétents. Malheureusement, les gens non, mais les gens l'ont vécu comme ça. Le simple fait même que la plupart des syndicats et puis un certain nombre d'enseignants étaient hostiles à la composition, participaient donc donner cette perception-là. C'est malheureux, mais c'était comme ça. Donc il faut dire à nos téléspectateurs que ce sont des gens dans les mains de qui nous confions le destin de la nation. Ce sont eux qui ont à la charge de former nos enfants. Donc c'est important. Mais quand on a fini de dire ça, il est incompréhensible que des gens qui ont la responsabilité donc d'être dans nos salles de classe et donner l'exemple puissent se rebeller de cette façon-là, malheureusement. Et les arguments, vous savez, nous sommes dans un pays où la spéculation, les suspicions, les procès de détention sont... voilà, il y a un manque de confiance totale. Sinon, je ne vois pas. Et moi, j'ai été très, très engagé sur cette question-là. Et des gens m'ont vu dans des forums prendre des positions et ça a déplaît à plus d'un. Mais on ne saurait, puisque c'est au gouvernement, il a dit que la politique éducative d'une nation est imprimée par un gouvernement. Et quand vous voyez un peu les réactions, vous avez le sentiment que c'est un règlement de compte. C'est cette défiance permanente. Il faut montrer au gouvernement que nous ne laisserons pas faire, même si ce qu'il propose était pertinent. Et je dis, moi j'ai le sentiment, enfin, pour avoir cohabité beaucoup d'entre eux, j'ai le sentiment que la plupart sont compétents. Et ça me paraissait bizarre que ces gens-là, que moi je voyais comme très compétents, se rebellent contre une initiative pareille. Maintenant, la décision du gouvernement de faire recomposer ou de faire composer ceux qui n'avaient pas participé à l'évaluation du 24 démontre déjà que le gouvernement, comme l'a dit Firmin, n'est pas dans la logique les idées qu'on lui prêtait. Parce que si c'était le cas, ça faisait déjà, si l'initiative c'était de faire en sorte, l'objectif c'était de faire en sorte que nous ayons moins d'argent permanent de l'État, le gouvernement a là l'occasion de sortir donc de la fonction publique 4000 personnes. Donc le simple fait de dire vous avez une dernière chance pour composer, je trouve que
ça grandit le gouvernement. Et c'est Jordel Jordel je comprends parce que les actes que nous posons prédisposent pour l'avenir. Et si peut-être le gouvernement était allé dans ce sens, ceci aurait demain dissuadé toute personne qui, de façon délibérée, mettrait en péril son travail. Mais on crierait encore qu'on a licencié des gens. Donc c'est un gouvernement qui licencie. C'est pour cela que moi, au lieu d'aborder dans le même sens que Jordel, je félicite le gouvernement pour cette hauteur d'esprit. Et j'invite nos enseignants à ne pas rater cette dernière occasion qui leur est donnée pour se faire évaluer, prouver finalement qu'ils sont compétents et que ils n'ont rien à craindre. Parce que si les gens ne composaient pas, voilà le danger. Si les gens avaient boycotté, ils allaient rentrer dans les salles de classe avec l'étiquette de l'enseignant incompétent, qui cherchait donc à cacher son incompétence. Donc déjà, c'est pas bien pour eux, pour leur image, que pour les apprenants, parce que le rôle d'un enseignant est accompagné forcément d'une certaine crédibilité. Quand tu n'es pas crédible, qu'est-ce que tu pourras me vendre comme voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle la pédagogie par l'exemple. Véritablement. Donc nous espérons que tous les boycotteurs ou les boycottistes saisiront cette occasion-là pour se retrouver dans les centres de composition et ce sera... On dira que cette histoire-là c'est bien achevé et puis voilà, on avancera. J'ai posé la question à Jordel tout à l'heure, je vais la reposer à Firmin d'abord avant de revenir à vous. Si vous étiez à la place de ces boycotteurs, peut-être même syndicalistes pontins qui avaient crié, oui, n'allez pas, et que le gouvernement dit, dernière chance pour tout le monde, que feriez-vous, Firmin? Si j'étais boycotteur, c'est ça tu ne l'es pas. Voilà, donc c'est difficile pour moi de répondre à cette question, vous savez, mais connaissant le Béninois, je dirais que il faudra quand même si c'est pour se cacher quelque part. Bon, je crois que comme il a dit tout à l'heure, je crois que pour trouver des astuces. Justement, je crois que pour cette session de remplacement, on permettra peut-être à ceux qui sont à Savalou de composer peut-être à Cotonou. Là, le gars pourra, il pourra y prendre, même si c'est Kloboto, il pourra quand même prendre, en tout cas il va s'arranger quand même pour venir à Cotonou composer. Il peut même rester à Calavi quelque part et composer en cachette et repartir encore au village. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est l'emploi qui est menacé. Si ceux-là qui appellent au boycott choisissent par exemple de rester à la maison, c'est qu'ils vont perdre leur emploi. Et vous savez, derrière un enseignant, il y a des enfants, il y a une ou des femmes, et puis voilà, il y a des parents. Donc il faut quand même penser à l'avenir de tout ce monde-là et penser que il n'y a pas de sacrifice, il n'y a que de sacrifices à faire en pensant choisir et sauver par exemple son emploi pour permettre à d'autres qui jouissent peut-être de votre emploi d'espérer un lendemain meilleur. Parce que vous savez, lorsque vous êtes enseignant et que déjà on dit que les enseignants ne gagnent pas beaucoup et que vous choisissez de perdre votre emploi pour rester à la maison, ça constitue encore une perte pour toute une famille et c'est encore beaucoup plus des charges pour les parents qui déjà ont beaucoup œuvré pour notre éducation, œuvré pour que nous ayons des diplômes, que nous ayons des compétences et choisi de boycotter juste parce qu'on a écouté le discours politique d'un homme d'une région donnée, peut-être qui se réclame de l'opposition ou bien qui pense que ce que le régime fait n'est pas à se tenir. Donc il faut tout faire quand même pour démontrer que ce régime est un régime dictatorial. Je crois qu'il ne faut pas suivre un tel discours. Il faut penser à son avenir, à sa carrière et donner le bon exemple, surtout qu'on est enseignant. Jordel, que dites-vous là à ceux qui sont habitués, peut-être qu'ils ne sont peut-être pas enseignants, mais lorsqu'on a programmé le test du 24 dernier, on a vu des gens qui sont allés affronter les forces de l'ordre, des gens qui ont voulu empêcher le lancement effectif de cette évaluation diagnostique. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Ils ne s'aiment pas eux-mêmes en réalité, parce que pour poser un acte de pareilles circonstances, il ne faut pas réfléchir à soi-même, il faut réfléchir à sa famille. Et le 24, j'ai dit, je parie que parmi ceux-là, il y aurait beaucoup de célibataires. Parce qu'un homme responsable qui a une petite famille à la maison, un enfant et une femme, réfléchit pas deux fois avant d'agir. Hein. Parce qu'il y a une charge.
C'est-à-dire, il ne pense plus à lui-même, mais en réalité, il pense à ce qu'il a derrière. Donc, même si tu es un jeune célibataire, il faut penser au nom de famille que tu portes, qui en réalité n'est pas ton nom, on te l'a prêté. Et donc, tu as la responsabilité de garder cela avec honneur et dignité, pour qu'on ne dise pas demain, ah, c'est tel nom, c'est telle personne. Parce qu'en dépit de tout, aucun politicien ne viendra prendre ta place lorsqu'on te mettra quelque part pour te priver de tes libertés. En toute situation, on doit penser à soi-même d'abord, surtout quand il s'agit de situations pareilles. Malheureusement, sur nos cieux, on agit de façon émotionnelle et finalement, après, on se retrouve seul face aux conséquences. Nous sommes ici ce matin, nous apprécions d'une manière ou d'une autre la décision du gouvernement, mais vous allez voir dans la même journée, des gens vous diront que c'est parce que l'évaluation du 24 a échoué que le gouvernement décide de faire composer à nouveau tout le monde, que c'est parce que le nombre de personnes qui n'ont pas composé sont nombreux, que c'est parce qu'on a truqué c'est-à-dire les statistiques, que le gouvernement a décidé de le faire. Ils vont se lancer encore dans le dilatoire. Et c'est là où je voudrais appeler mes amis enseignants ACE 2008, qui volontairement ont choisi de rester à la maison le 24 pour leur dire qu'il n'y a aucune raison de ne pas composer. Parce que le gouvernement, on lui a donné la chance de licencier des gens de la fonction publique. Mais il s'est dit, je ne le ferai pas, parce que ce n'était pas la vision de départ. J'ai écouté le ministre des enseignements maternels qui disait lors de ses sorties médiatiques, si c'était pour renvoyer des gens, est-ce qu'on allait mettre des milliards dans la composition avant de renvoyer? Il suffit de prendre un papier plus un bic et on cite les noms, puis on les renvoie tout simplement. Donc si réellement l'idée c'était ça, eux-mêmes ils ont donné la chance au gouvernement de les renvoyer de la fonction publique, mais le gouvernement dit non, je ne le ferai pas. C'est à eux maintenant de prouver leur bonne foi. Et que si le gouvernement ne respecte pas les engagements pris avec les partenaires sociaux, je serai le premier à les défendre sur tous les toits pour dire, ah, on ne peut pas. Encore que s'ils réfléchissent bien, nous sommes proches d'une échéance électorale. Et donc, s'ils étaient des gens qui réfléchissent très bien, ils allaient comprendre que lorsque nous sommes à l'approche des élections, il y a des actes qu'aucun gouvernement ne peut se permettre de poser. Donc, ils avaient même beaucoup de raisons. Même si nous mettons de côté les élections communales et locales, il y a 2021 qui est là. Et nous savons tous le monde que portent ces enseignants derrière eux. Donc, si le gouvernement ne respectait pas ses engagements, ils pouvaient se rebeller contre le gouvernement d'une manière ou d'une autre. Et donc, du coup, aujourd'hui, ils ont intérêt à se mettre dans les rangs, à être même les premiers, à être dans les centres, avant même les surveillants et les chefs centres, pour donner le bon exemple, pour que demain, si le gouvernement ne respectait pas ses engagements, encore que sur ce débat, quand ils disent que c'est un gouvernement qui ne respecte pas sa parole, j'ai demandé à quelqu'un, dis-moi la promesse faite par le gouvernement qui n'a pas été respectée. Ne me parle pas des discours de politique, des élections, de campagne. Mais donne-moi un exemple depuis le 6 avril 2016 qui n'a pas été respecté. Donc soyons conséquents envers nous-mêmes et qu'ils n'écoutent pas les discours politiques. Parce que les politiciens, eux, ils ont d'autres problèmes avec le gouvernement, ils en profitent pour se régler des comptes. Justement, alors qu'il y a des emplois en jeu. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais donner manger à leur famille. Très bien. Chandel Sengessoubé, journaliste en service à Cap FM. Merci d'avoir été là. Firmin Soso, journaliste indépendant. Ganiou Agnide, analyste politique. Merci à tous d'avoir participé à la causerie de ce jeudi.